petit peu sur moi. Vous avez déjà les détails de moi dans la conférence, donc je vais parler dans les détails de tous les endroits que je travaillais. Ça, c'est moi. En dessous de ce niveau de gras, j'ai pas mal de muscles, mais ils sont protégés par le gras. Ça marche. Je fais à peu près 200 km de vélo toutes les semaines. Et il y a quelques jours, il y a quelques mois, 2 mois, en fait, je fais Londres à Paris en vélo. C'était 311 km dans 24 heures. C'était pas mal. Pour moi, on est parti l'après-midi. On a pris le bateau la nuit pendant 4 heures et dormi un petit peu et continué le matin. Et j'arrivais à Paris midi après-midi le lendemain. Pas mal de tout. J'étais très fier de moi. Ça, c'est mes enfants. J'ai trois garçons. Je pense, comme tout le monde ici, qui a des enfants? Who has children? OK. Vous allez reconnaître le prochain. Ça, c'est la chambre. C'est typique. J'utilise ça pour expliquer le garbage collection. En Java, garbage collection. Donc, ça, c'est comment le parfaire, et c'est malheureusement typiquement mes fils. Partout, j'ai le seul de milieu qui est super propre, sa chambre est toujours propre. Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais parler un petit peu de mon domaine. Tout ce que je fais dans le monde, c'est plutôt des banques, mais j'ai quelques clients qui ne sont pas dans les banques aussi. Mais dans tous les cas, c'est les grosses sociétés, et j'avais de la chance d'avoir les positions assez élevées qui me permettent de d'abord comprendre leur business et également d'influencer la direction de ces sociétés. J'ai mis quelques de mes clients, c'est quelques-unes. Donc, je vais parler juste un petit peu, une dizaine de slides là-dessus, pour parler de mon domaine, les problèmes que moi j'ai tous les jours quand je me lève, etc. Ça, c'est le monde. Après, en fait, après ça, on va parler un petit peu de le landscape. Ça veut dire toutes les choses à venir, toutes les choses que je vois. On va parler de JEE, on va parler des messageries, des bases de données, des NoSQL, des caches, des choses comme ça. De où est-ce que je le vois? Je travaille en Europe, en Asie, je suis assez souvent au Japon, en Europe bien sûr parce que je suis britannique, et je voyage pas mal en Europe, et États-Unis aussi. Donc j'étais à San Francisco la semaine dernière, donc c'est vraiment aller-retour tout le temps. Et à la fin, on va parler de l'innovation. Ça, c'est... Bon, on n'arrive pas à lire les détails, mais ça, c'est tous les petits projets dans un banque typique. Au-dessus, c'est le front office, c'est ce qu'on appelle le parti des gambistes. C'est là où ils font des trades, des changements, des actions, etc. Au milieu, c'est ce qu'on appelle le middle office, c'est le parti comptable, c'est le parti qui fait le risque, la gestion de risque, etc. Et enfin, en bas, c'est le parti finance qui fait les settlements, les paiements à la fin. Quand on échange beaucoup d'argent au-dessus, finalement, on fait des paiements à la fin. Quand on prend un seul trade, donc ça veut dire une seule action, ça passe pas par tous les moyens, parce que des fois on n'a pas besoin, mais ça passe par le gros part, et ça prend quelques jours. Donc imaginons maintenant une transaction. Si on avait une transaction qui passe de un à l'autre, c'est carrément impossible de faire une transaction qui dure 2-3 jours. Donc, dans les banques, les gens ils pensent que les transactions, c'est toujours les banques. Si je mets de l'argent là, il faut que je sorte de l'argent de l'autre côté, il faut absolument une transaction, parce que si ça tombe, ou si c'est un problème, il faut renverser la transaction. Mais on utilise très, très peu des transactions dans les banques. Pourquoi? Parce que ça pose plein de problèmes avec la performance, la vitesse, et il y a beaucoup de travail derrière. Donc là, c'est dans un banque. Dans chacun des boîtes vertes, il y a à peu près 15 ou 20 développeurs, encore une cinquantaine, peut-être une centaine de management qui fait la gestion derrière. Mais chacun des boîtes vertes là-dessus, c'est un projet à l'intérieur de la banque. Des fois, ils parlent entre eux, des fois, ils ne parlent pas. Certains sont dans un bâtiment et d'autres sont dans un bâtiment qui est quelques centaines de mètres de l'autre côté de la ville, de Londres, de New York, de Singapour, etc. Et quand on fait ça dans une banque,
C'est pareil dans toutes les autres parties de la banque. Quand on prend quelque chose comme Paribas, par exemple, c'est une banque qui fait des sponsorisations ici, donc vous voyez à l'extérieur. Paribas, je travaille à Paribas comme architecte. Il y a Paribas Luxembourg, Paribas Belgique, Paribas Casablanca, Paribas Londres, Paribas Paris, bien sûr. Et chacun des banques, ils ont les besoins spécifiques de le pays même. Donc chacun, ils ont des différents trucs. Et dans tous les différents pays, ils ont besoin de connecter sur tous les autres business dans le coin. Donc Paribas, Casablanca, ça connecte avec les banques et d'autres correspondances à Casablanca. Et dans chacun, il y a des différents types de messagerie. Et c'est là que je vais vous parler de... C'est là, en fait, c'est là où on passe la plupart de notre travail dans les banques. C'est avec les messages, les messageries, les connexions, les gestions de ces messages, etc. Donc, juste pour rappeler, on a le front office, qui est plutôt ce qu'on appelle low latency, high frequency. Là-dedans, 1 milliseconde, 50. 50, sérieusement, je vais parler de ça tout de suite, le prochain slide. 1 milliseconde, c'est vraiment important. Dans le middle office, c'est les complexités qui comptent. Les complexités le risque, c'est horriblement complexe. Toutes les formules qui sont calculées derrière, on a des centaines de millions des actions, des trades, etc., qu'on a besoin de calculer à l'intérieur, combien ça coûte, quels sont les risques si quelque chose tombe, etc. Et derrière, c'est les paiements. Souvent, les paiements, c'est 1, 2, des fois 3 jours plus tard. Ça s'appelle T plus 3, donc aujourd'hui plus 3 jours. Et c'est passe le week-end aussi, donc si on fait quelque chose jeudi, c'est payé lundi, typiquement. Et les paiements, c'est pas tellement vite. Si quelqu'un paye 1 heure plus tard, c'est pas tellement grave. C'est une grande différence entre le front office. Une milliseconde plus tard, c'est trop tard. Dans les paiements, si c'est payé l'après-midi, c'est aucune différence entre le matin et l'après-midi. Si on paye le lendemain, ça c'est une grande différence, parce qu'on paye les taux d'intérêt pendant la nuit. Et ça peut coûter très très cher. Il y a également une importance sur les livraisons de ces messages. Chacun des messages derrière, c'est pour avoir une valeur de quelques milliards de n'importe quelle devise, en fait. Donc, je reviens. Front office. En fait, il y a une étude, c'est quelqu'un qui a dit, en fait, 1 milliseconde. Ça, c'est 1000, il y a 1000 millisecondes dans 1 seconde. Ça se passe très très vite. Mais ça peut générer la différence de 100 millions de dollars. Donc c'est à peu près 1 billiard en fait de dirhams. Donc c'est beaucoup beaucoup d'argent. Pourquoi autant d'argent? Imaginons, il y a 2 cambistes qui font les actions entre Chicago et New York. Le câble qui va entre Chicago et New York se passe par une route qui a peut-être se dépasse les montagnes, Appalachian Mountains qui passent. Mais s'ils arrivent à faire un câble qui va direct, ils gagnent 300 km, qui est 1 milliseconde. Et c'est très, très important parce que si quelqu'un dit, voilà, je veux cette action-là, je veux acheter Microsoft, je veux vendre Apple, je veux acheter quelque chose, c'est seulement le premier qui gagne. Il n'y a pas de deuxième place. Donc c'est très, très important d'avoir cette milliseconde. Et ils sont prêts de payer carrément des centaines de millions de dollars, de livres, des euros, etc., juste pour avoir une câble qui est un petit peu moins grande, ou moins long. C'est le point également que quand on va dans les salles les salles de marché et les salles de stock exchange, le New York Stock Exchange, London Stock Exchange, les bourses, etc., ils mettent les machines carrément dans le même bâtiment et sur les mêmes étages. Parce que la différence de la vitesse de lumière entre un étage et sur le même étage, ça compte. Donc, ils réduisent la taille des câbles. Vous ne voyez jamais les câbles qui sont tournés comme ça, parce que c'est prendre du temps pour la lumière ou les électrons de passer les câbles. Donc, c'est à ce point-là. C'est vraiment incroyable. On a même des cartes. Ces cartes-là, ça s'appelle FPGA. C'est une carte qui est un peu comme une carte graphique, mais en fait, c'est une carte de réseau qui a même un processeur sur la carte.
pour qu'ils puissent faire des calculs et faire les acknowledge de renvoyer le message plus vite que ça prend pour aller à le processeur pour faire les décisions. Donc, c'est vraiment une vitesse incroyable. Les types de messages sont assez simples. On ne voit jamais de XML. Pourquoi? XML, il y a trop de brackets, il y a trop d'informations, il y a trop d'espace. Ça prend du temps pour lire les brackets, les parenthèses, les espaces, ça prend trop de temps. Donc, c'est le format le minimum possible. On a un format qui s'appelle fixe. Il y a même d'autres formats qui sont encore plus liés à le processeur pour lire plus vite, de plus en plus vite. Mais ce n'est pas un format simple. Bon, vous voyez là, j'ai enlevé tous les détails de la banque, etc. Donc, vous voyez string, mais c'est assez grand quand même, mais c'est compliqué. Cet nuage sur la droite, en fait, c'est l'arbre de tous les éléments dans un message fixe. Il y a plusieurs niveaux de hiérarchie, plus quelques centaines des éléments dans chaque partie. Donc, c'est assez compliqué. Sur la partie gauche, c'est juste j'agrandis pour vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. C'est compliqué. Et encore, ce qui compte, c'est la vitesse. Donc, c'est vraiment, tout est dans C++, dans C, dans assembler. On n'a pas le temps de passer les choses dans Java, de créer des objets Java. Quand on a un garbage collection dans un message, dans un système de front office, ça casse complètement. Tout s'arrête et le trading, ça ne marche plus. On rentre maintenant dans le middle office. Là, c'est la complexité qui compte. On a des types de messages maintenant avec 3000 éléments, avec 12, 13 niveaux de hiérarchie. La complexité, c'est incroyable. Encore, ils ont... vous vous rappelez sûrement le crash de 2008. Tout est tombé, tous les marchés sont tombés. Et toutes les dérivatives qui étaient dedans, en fait, c'était créé dans ce format FPML, Financial Products Markup Language. Et les banques, ils ont des centaines de millions de ces messages. Imaginons maintenant, chacun des messages comme ça, c'est à peu près entre 5 et 10 K, des fois 50, mais en moyen 5, 7 K chacun. Ils ont 100, 200, 500 millions de ces messages. Ils ont besoin de chercher ces messages pour calculer les prix. Donc là, c'est une complexité intéressante. Il y a un nouveau standard. Qui travaille dans la finance ici? Un ou deux? OK. Dans la finance et les paiements, il y a un autre standard qui est en train de sortir maintenant en Europe et en Asie, qui s'appelle ISO 20022. C'est horriblement compliqué. 48 000 différents types d'éléments. Et toutes les en fait, on n'utilise pas les 48 000 en même temps, c'est une partie de ces 48 000, 49 000. Donc, un message, se prend peut-être 100, 150, mais les options sont incroyables. Chaque fois qu'on cherche une date de paiement, quelque chose, c'est peut-être une certaine date de 60 différents choix, en fait. Donc, là, la complexité, c'est vraiment horrible. Heureusement, la plupart si on prend un type de message qui est le plus utile, en fait, c'est le CSV, c'est le Comma Delimited File, c'est les choses qui sortent des bases de données. Donc, on voit partout des CSV, c'est les fichiers qui sont envoyés en batch. Donc, c'est quelque chose qu'on voit dans le front office, on voit dans le middle office et on voit également dans le back office. Donc, souvent, on fait des transformations entre les différents types de messages. Dans le back office, finalement, c'est les paiements, et c'est les paiements qui ont des valeurs de souvent juste quelques dizaines de millions de n'importe quelle devise, jusqu'à des fois quelques milliards. Pourquoi quelques milliards? Parce que quand on donne de l'argent pour un pays, par exemple, de l'Allemagne vers la Grèce pour payer quelque chose, bien sûr, c'est un paiement. Donc, ça sort d'une banque centrale en Europe et ça rentre en Grèce. Ils achètent encore des piscines et c'est parti partout. Donc, c'est un grand paiement. Mais si on manque le paiement pour le jour même, on paie les taux d'intérêt pour le lendemain. Les taux d'intérêt, même pour 1% par an, peuvent être très, très chers. Encore pire, dans tous les messages, même les fichiers délimités,
on a les règles. Et je ne vais pas lire ces règles, c'est horriblement compliqué. Ils sont faits par les business analysts, des gens, typiquement en Belgique ou quelque chose, qui disent, si un certain champ contient une certaine valeur, l'autre champ ne peut pas avoir une autre valeur, sauf si quelque chose. Donc c'est horriblement compliqué, mais on est obligé d'implémenter toutes ces règles en Java. Bon, n'importe quel langage, mais en général en Java. Donc, là, ça ajoute encore des complexités. C'est pour ça que, typiquement, dans les banques, une grande banque, quelque chose comme Paribas, on a, qui n'est même pas la plus grande banque mondiale, on a des centaines, plus que 1000 développeurs qui travaillent là-dessus, dans ce domaine. Donc, comme je disais tout à l'heure, front, middle, back. En fait, c'est vraiment trois business complètement différents. On a le low latency, donc c'est la vitesse qui compte. On a la complexité et finalement, absolument la certitude d'avoir livré un message. Donc, c'est très intéressant de voir les différentes architectures. Ça veut dire que quand on cherche une architecture idéale pour une banque ou pour une partie d'une banque, il n'y a pas un seul choix qui marche pour tous les besoins. Imaginons qu'on mette en fait IBM MQ Series. C'est quelque chose que tout le monde déteste, mais c'est utilisé parce que c'est vraiment secure pour livrer les messages. Mais ça ne marche pas dans le front office. Un autre domaine, il y a encore deux ici que je travaillais, j'étais chef de l'architecture dans le plus grand projet de Visa. Donc je fais aller-retour San Francisco presque toutes les semaines. Virgin, mon avion préféré, m'affichait sur leur site web pour dire voilà notre meilleur client, parce que j'ai passé ma vie sur leurs avions. Visa, c'est intéressant. Juste dans les volumes des messages, c'est un quart de toutes les transactions qui se passent aux États-Unis. C'est une grande partie de toutes les transactions qui sont faites mondiales. Quand vous achetez quelque chose avec une carte Visa, c'est votre banque qui paye le merchant, donc le vendeur, mais c'est Visa qui fait la livraison de ces messages en dessous. Donc encore, c'est très, très intéressant, on travaille dans la partie paiement. Vodafone, c'est quelque chose d'ordre finance. Et c'est quelque chose encore très intéressant, parce que la finance, en général, ça commence à 8 heures du matin et ça finit 4 heures, 5 heures de l'après-midi. Et le soir, on peut changer plein de choses et on réallume le lendemain. Et bon, soit ça marche pas, etc. Mais on a un temps, on a ce qu'on appelle downtime. On a le temps de relaxer, le week-end, etc. Mais Vodafone, les sociétés de téléphone, c'est 24 heures sur 24. Il n'y a aucune chance de dormir, de changer quelque chose. Donc, ce qui est pareil pour Visa, en fait, parce que les transactions sont faites mondiales tout le temps. Mais Vodafone, 88 000 messages par seconde, 24 heures sur 24. 7 jours, tous les jours, et c'est les moyens. Ils montent jusqu'à 1 million par seconde. En plus, on n'a pas le droit de mettre ça dans un queue. Il faut traiter les messages en temps réel, parce que dans les mauvaises situations, par exemple, ce qui se passait horriblement la semaine dernière, bien sûr, tout le monde utilise les téléphones, il veut savoir plein de choses, il cherche sur Twitter, il cherche les infos, etc. Et on n'a pas le droit de stocker tous ces messages dans un queue, il faut les traiter tout de suite, parce que les services security ont besoin des informations, les détails dans les téléphones tout de suite, bien sûr. Donc ça, c'est intéressant. La dernière deux, en fait, j'ai passé la plupart de la matinée en téléphone avec le Stock Exchange en Suisse, à la bourse. C'est là que je passe quelques jours tous les mois dans la bourse. Ce n'est pas le plus intéressant que j'ai jamais travaillé, mais les chiffres sont intéressants parce que tous les chiffres qui sont transférés en liquide entre un pays et l'autre, ils passent 80 trillions, donc ça veut dire 12 zéros après, tous les ans. En fait, c'est le GDP de Maroc tous les jours. Pourquoi autant d'argent? Parce que c'est l'argent qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort, mais c'est l'argent beaucoup d'argent de tous les pays mondiaux passe par la Suisse. Parce que la Suisse, c'est un pays que tout le monde voit comme ils sont bons. Si on va mettre de l'argent quelque part en Suisse, c'est probablement plus sûr que de mettre en Italie, par exemple, et c'est tout de suite dépensé en pâtes ou d'autres choses, une nouvelle voiture, un nouveau Ferrari ou quelque chose. Voilà. Oh, désolé, j'ai dépensé votre argent.
Les Suisses, ils ont déjà les Ferrari, donc il n'y a pas de problème. Apple, j'étais là la semaine dernière, je rentrais de Apple. Ils ont des systèmes de paiement, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, évidemment. Mais juste les chiffres que j'ai trouvés sur Internet, donc c'est public. Le business, c'est incroyable. C'est un seul pays, un seul société qui fait autant d'argent. C'est presque le même GDP que Maroc, juste un seul société. C'est vraiment les chiffres incroyables. Voilà, OK. Ça, c'est mon domaine. C'est là que je passe la plupart de ma vie. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est juste de passer mes opinions. C'est les opinions de moi sur les technologies. Et j'aimerais bien, si vous avez des questions, si vous voulez... alors, qu'est-ce qui se passe avec telle et telle technologie? Donc, je vais répondre, j'espère, tout de suite. J'ai mis en bold celles qui sont plus importantes. EJBs. Qui utilise les EJBs ici? Oh là là, ça existe toujours. C'est dingue. Ce qui est vraiment choquant quand je voyage, c'est de voir les différentes technologies utilisées par les différents pays. J'avais quelqu'un dans un de mes développeurs, on avait un meeting il y a 4 ans, quelque chose comme ça. On me disait, tiens, on peut finalement enlever tout ce qui est à base de données, parce que personne n'utilise les bases de données maintenant. ODBC, JDBC, Hibernate, tout ça, on l'enlève, c'est plus la peine, on n'a plus besoin de supporter. Et puis on trouve des clients en Allemagne, on trouve des clients au Japon, etc. Ils sont complètement 100% dans les bases de données, ils ne sont même pas touchés les NoSQL. Mais par contre, d'autres banques, on va à New York, ils ne touchent même plus les bases de données, c'est tout un NoSQL par exemple. Donc ça change, ça dépend les skill sets sur les gens qui travaillent dans le domaine. Bien sûr, ici, si toutes les gens programment en Java, tout est fait en Java. Si, par exemple, à Marrakech, il y a un oasis de programmeurs de Scala, tout à Marrakech est programmé en Scala. C'est comme ça. Donc, ça dépend, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un mauvais choix. C'est très, très important pour les clients de prendre les bonnes technologies pour lesquelles ils ont des gens qui peuvent travailler dessus. Donc, EJBs, pour moi, c'était mort 2001. 2002, quand ça a commencé. Et dans les banques, on disait aucune chance. C'était une règle dans la plupart des banques. Personne n'utilise les EJBs. C'est out of not possible. Verboten, in German. Mais ce qui compte, ce qui est très, très important, c'est la simplicité. Quand vous travaillez dans les systèmes, des fois, vous voyez quelque chose qui est horriblement complexe. Et je donne un exemple, c'est le Object Relational Mapping. Qui utilise ici quelque chose comme Hibernate? C'est les mêmes deux, là. Dommage, je suis désolé. Non, il y avait plein derrière, c'est bon. Ah, les victimes. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On est des objets, c'est anti-objet, et on a une base de données qui est tout ce qui est plat. Il n'y a pas la notion de mettre quelque chose de hiérarchique dans une base de données. Donc, on donne plein de code qui fait les relations entre un objet et une base de données qui est plat. Et on trouvait encore dans les banques, quand on a fait des recherches, en fait, entre un tiers, un minimum, un tiers de tous les codes dans les banques, en fait, c'est Object Relational Mapping. C'est généré, bon, c'est pas besoin de faire tous les codes, mais ça donne les possibilités de plein de problèmes. Il y a des choses qui ne peuvent pas marcher, il y a des choses qui génèrent des objets, des Java, des garbage collection, qui plantent, etc. Un tiers, imaginons un tiers de tous les codes, c'est Object Relational Mapping. C'est pour ça que les banques ont bougé de Oracle, Sybase, etc., vers des autres NoSQL, MongoDB, React, etc. Asynchronous, c'est très, très important de faire asynchronous, message-driven, multi-threading, distribué. C'est encore des choses qui sont difficiles à programmer dans Java sans penser. Ce n'est pas quelque chose qui est donné. Quand on programme en Java, c'est automatiquement thread safe, c'est automatiquement lancé dans un thread qui tourne derrière. Donc, c'est quelque chose que vous êtes obligé de penser en avance. Donc,
Asynchronous, il y a deux choses peut-être dans cette slide-là qui est trois choses. Asynchronous, donc message-driven, utilise les messages, fait des decoupling, enlève le link entre vos process de faire quelque chose, envoyer un message, fait les actions à la fin de le message et répondre après. Mais tout est 100% asynchronous. Aucune transaction. Qui utilise les transactions? Superbe. Oh non, non. Allez. Non, mais avec une personne derrière, là, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites, hein? Les transactions, encore, les complexités de two-phase commit, de toutes ces choses, ça bloque plein de choses. Il y a tous les problèmes de thread locking sont plutôt à cause des transactions. Toutes les choses dans les bases de données sont grâce à transactions. Donc, ce qu'on fait dans les banques, c'est compensational transactions. On met 100 choses pour être traitées avec une valeur totale de X, et quand on sort, 1 heure plus tard, 1 seconde plus tard, on compte 100 items, 100 choses en total, plus un total de X. Si ce n'est pas le cas, on le refait, on corrige, on saisit à la main. Mais transaction, presque jamais. Et la troisième chose, c'est de distribuer, programmer pour être distribué, pour encore decoupling. Je pense que je parlais un petit peu de J2E, je ne vais même pas demander, parce que je suis certain qu'il y a deux messieurs devant là qui vont. Oui. J2E, ce n'est pas une mauvaise chose. En fait, c'est une collection. C'est les grands vendeurs qui font des collections de tous leurs produits, comme Oracle, BioA, IBM, etc. Ils mettent tous ensemble dans une framework, quelque chose qui a été désigné à l'origine par Sun. Et c'est un groupe des choses qui marchent ensemble. Mais maintenant, on a des choses comme Maven, qui utilise Maven. Oh, ah, oui, ça. Moi, je déteste Maven. Pourquoi? Non, c'est très, très bon. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a Gradle, des choses comme ça, mais c'est... Pourquoi je déteste? Parce que je passe ma vie sur les avions. Et le temps qu'ils n'ont pas un Nexus Service dans l'avion, c'est impossible. Je download quelque chose avant que je prenne l'avion, je m'assois, j'adore m'asseoir dans un avion, dans un train, quelque chose de travailler. Mais quand j'ai besoin de Maven, rien ne marche, évidemment, parce que je n'ai pas d'Internet. Mais on a Maven pour faire toutes les dependencies. Donc on n'a pas besoin d'acheter quelque chose de Sun, Sun, ça n'existe plus, d'Oracle, par exemple, qui a un JEE server. Parce qu'on peut faire toutes les dependencies sans ça. Donc, c'est une ancienne collection, si vous voulez, de mettre des choses ensemble. Encore, ce n'est pas une mauvaise chose. Les choses à l'intérieur de JEE sont bonnes, mais on n'a pas besoin de penser comme une collection. Donc, on peut prendre les choses séparément et c'est plus JEE. Les langages. Très intéressant, les langages. Ah oui, ils arrivent. Souvent dans les business, on voit les guerres entre « Ah, mon langage est mieux, mon langage est mieux, moi je peux faire ça dans 2 lignes et vous êtes obligé de faire ça dans 40 lignes. » C'est typiquement l'explication. Bon, on peut faire une ligne vachement grande comme ça, mais c'est pas ça qui compte. Je pense que comme dans les langages arabiques, français, anglais, etc., on doit accepter qu'il y a plusieurs langages. Et il y a certains langages qui sont mieux de faire certaines choses que d'autres langages. Il y a certaines choses qui marchent mieux avec les choses hiérarchiques comme XPath. Il y a d'autres qui marchent mieux avec les choses plates comme SQL. Il y a des langages qui marchent mieux pour programmer certaines choses et d'autres pour d'autres choses. Mais une des seules choses que je peux vous dire qui est très important, c'est que quand les business choisissent un langage, il faut qu'ils soient absolument sûrs d'avoir les ressources derrière. Hier soir, quand on était en train de manger sur un truc près de le phare ici, qui était superbe, une super belle vue, on a parlé de certaines situations avec 2 grosses sociétés que je ne peux pas donner le nom parce que c'est vraiment pas juste, qui ont 2 exemples. Un qui a choisi Scala,
ils ont dit « Ah, Scala, c'est superbe. On va utiliser Scala, on va refaire tout ce qu'on avait de Java, on va faire en Scala. » Et c'est marché, c'était génial. Après c'est marché, bien sûr, l'architecte, parce que c'est déjà fait, on n'a plus besoin de l'architecte. L'architecte est déménagé sur un autre banque. En fait, il allait chez UBS. Là, je peux donner le nom parce que ce n'est pas le victime c'est l'autre banque. Et l'architecte, bien sûr, il connaissait tous les programmeurs. Tous les programmeurs disaient « Ah, il y a quelque chose de nouveau en Scala, superbe ». Ils ont tous allé chez UBS. Maintenant, UBS, ils ont tous les programmes de Scala. Et la première banque, ils n'ont plus de programmes de Scala, plus personne qui connaît le système. Ils étaient obligés de refaire tout ce qu'ils avaient en Scala, qu'ils ont passé 1 an de refaire en Java. Et je peux vous donner plein d'exemples comme ça, aussi avec Go. Donc, c'est les ressources qui comptent. C'est pour ça que s'il y a un grand groupe de programmeurs qui préfèrent Tomcat ou qui préfèrent Java ou .NET, on voit des grands endroits qui sont .NET, etc. Donc, il ne faut pas battre contre les langages. Open source. Pour moi, c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose de mauvais. Pourquoi c'est bien? Bon, c'est gratuit. C'est super. Donc, on prend de l'open source. Moi, j'utilise tout le temps de l'open source. C'est gratuit, je n'ai pas besoin de payer. Il y a certains dans cette liste que je trouvais sur Internet que j'adore, que j'utilise tous les jours, d'autres que j'aime pas trop, etc. Mais ils sont superbes. Pourquoi ils sont mauvaises? Parce que c'est détruire certains business. La mienne aussi. C'est difficile à se battre contre l'open source. Donc, quand quelque chose est commoditized, donc c'est mis dans le monde ouvert parce qu'il y a tellement d'implémentations, c'est très, très difficile. Imaginons par exemple Windows, ils n'avaient pas d'option. C'était à l'époque, on va quoi, des années début de 90 ou quelque chose, on n'avait que Windows et Unix. Et on achetait soit par Sun, HP UX, IBM AIX ou Windows. Windows, ce n'était pas sérieux pour mettre en production, mais on payait les vendeurs. Maintenant, c'est Linux. Et c'est Linux partout. Et si vous voulez downloader quelque chose, on prend Linux, on ne paye rien de tout, mais c'est tuer les business. Donc on voit certains business qui... Bon, c'est le théorie de Darwin, celles qui sont plus fiables, ne marchent pas. Donc ils sont obligés de faire des innovations pour se battre contre cette... une grande collection. Donc, les dernières quelques slides, je vais parler d'innovation contre ça. Donc, open source, c'est déjà une bonne chose et c'est une mauvaise chose. Et j'ai beaucoup de collègues qui sont des fondateurs, des CEO, CTOs de certaines de ces sociétés et d'autres sociétés. Et de faire un business en open source, c'est très, très difficile. Ils ont besoin plein d'argent de venture capitalists pour mettre de l'argent là-dedans. Donc, c'est assez difficile. C'est un sujet assez intéressant. Je vois que j'ai encore 8 minutes, donc je vais aller un tout petit peu plus vite. Les bases de données, je parlais de ça tout à l'heure. Donc, c'est un sujet intéressant. Certains endroits envoient ces 100% bases de données normales. Normales, je veux dire Oracle, Sybase, etc. Et tout le monde est complètement content, ça marche. Mais si ça marche, il n'y a aucune raison de changer. Si tout ce qu'on a, c'est plat, on a une liste de tous les employés, on a une liste de tous les gens, tous les services, etc. On les met sur une base de données normale et il n'y a aucune raison de changer, d'acheter quelque chose, ou même de ne pas acheter parce que c'est open source, de prendre d'autres choses. Donc il n'y a pas de raison de changer. Mais c'est intéressant, sûrement dans mon domaine de finance, de voir que les bases de données sont presque... Bon, ils sont toujours là, mais ils sont très réduits comme produit. C'est une grande différence entre NoSQL. Qui utilise NoSQL ici? Oh, super. OK. Vous aussi? Et les bases de données classiques? RDBMS, oui, c'est le gros pas. Super. OK. Bon. Absolument rien de mauvais avec de toutes les technologies, comme je disais avec les langages. Il n'y a pas quelque chose qui est mauvais, il y a quelque chose qui est bien. C'est juste une différence de comment vous utilisez ces produits. In-memory caching. Est-ce que quelqu'un ici utilise in-memory databases? Caching. OK. Oui. Super. Excellent. In-memory caching, c'est important parce que de chercher quelque chose sur un disque dur, sur
même SSD, ça prend beaucoup plus de temps que chercher quelque chose en mémoire. Et si quelque chose est en mémoire, c'est beaucoup plus disponible pour faire des calculs. Et distributed, pourquoi distributed? Parce que high availability, donc s'il y a un qui tombe, le reste est toujours là. Et également, on peut partager notre donnée sur plusieurs machines. J'ai des clients qui ont 400 machines, ou même plus de machines, qui ont des dizaines de terabytes d'informations dans leur système distribué. C'est assez impressionnant. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant plutôt commoditized. On a EHCache, JCache, Hazelcast, etc., qui sont tous des versions open source. Operating system, qui utilise Linux ici? OK, Windows. OK, il y a beaucoup de Windows, évidemment. Sur les gens qui utilisent Windows, qui mettent en production Windows? Qui mettent Windows en production? Ouais, c'est ça. OK. Il faut absolument qu'on se parle après. OK, bon, intéressant. J'ai vraiment... J'ai besoin de savoir ce que vous faites là. C'est vraiment intéressant. Un cas spécial. Windows, donc les systèmes, l'operating system, ça c'est encore quelque chose qu'on voit partout. Tout le monde travaille sur Windows, sur les Mac, mais en production, c'est presque tout le temps Linux. C'était Unix à l'époque, mais c'est plutôt Linux maintenant. Mais les machines, ce qu'on achète, sont de plus en plus grandes. Moi, j'ai acheté l'autre jour pour tester, en fait, pour le client que je travaillais, une machine qui avait 512 gigabytes de RAM dedans. Si je mettais un seul JVM dedans, imaginons le temps de garbage collection, ça va être énorme. Ça va passer presque une minute de faire la garbage collection. Donc, on est obligé de partager nos machines dans plusieurs petites parties. Donc, on a d'abord la machine, après les virtualization, et puis encore des microservices qui rentrent dedans, et des fois, c'est simplement un Java JVM. Donc, ça, c'est quelque chose qui est utilisé, c'est très fréquent partout. Donc, les microservices, maintenant, est-ce que quelqu'un ici utilise les microservices? Je ne regarde même pas. Excellent, superbe. OK. Microservices, c'est très populaire maintenant. Il y a différents types. Il y a des types, par exemple, comme Docker. Docker, c'est beaucoup plus facile que quelque chose comme Cloud Foundry. Mais Cloud Foundry, c'est quelque chose que vous aurez besoin quand on met plutôt en production, parce que derrière, il y a beaucoup plus de gestion dans des choses comme Cloud Foundry. Donc, on voit dans les banques Docker utilisé pour testing, pour faire les tests, mais en production, c'est plutôt quelque chose comme, pas nécessairement toujours quelque chose comme Cloud Foundry. Kubernetes, etc. Mais ça va changer. C'est un monde qui change beaucoup. Docker, ça n'existait presque pas il y a quoi, 2 ans, quelque chose. Donc, c'est un monde qui change beaucoup. Personnellement, pour moi, presque tout ce que j'ai besoin, c'est dans Java. Java, c'est unique. On peut mettre une base de données, un web server, une messagerie, absolument tout ce qu'on a besoin dans Java, et très peu de raisons d'être obligé d'aller dans un microservice. Bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile, mais on n'a plus besoin de faire microservices dans ces domaines-là. Moi, j'utilise très souvent Spring Boot. Vous avez sûrement entendu Josh parler dessus, donc c'est très puissant pour faire les livraisons de services. Agile versus Waterfall. Qui utilise Agile dans leur domaine? Oh, génial! Excellent. Avec Windows? Avec les bases de données? Vous avez un fax aussi chez vous? Donc, Agile. Quand on est allé chez Visa c'était Waterfall. Il fallait 5 ans pour changer quelque chose, pour faire un nouveau projet. Tous les projets, c'était dans les banques, c'est ce qu'on appelle Plan, Build, Operate. Plan, c'est le business. Build, c'est le développement. Operate, c'est notre bâtiment. Mais ce n'est pas simplement notre bâtiment, c'est quelques 100 kilomètres à part. Il n'y a aucune communication entre les différents trucs. Donc, c'est vraiment Waterfall. Le Waterfall, c'est tellement grand qu'il n'y a aucune communication entre le haut et le bas. Donc, il y a 3 Waterfall dans ces systèmes. Donc, Agile, c'est superbe, mais c'est presque impossible de mettre correctement à 100%. C'est quelque chose qu'on voit. On voit des petits coins de Agile,
mais j'ai rarement vu une grande société qui fait Agile 100% correct. Quelqu'un utilise Big Data ici? Oh, quelques-unes. Le monsieur qui part, au revoir. Big Data, très très intéressant, mais pour moi c'est un buzzword. C'est quelque chose, bon, ils ont dit, voilà, ça c'est trop grand, donc c'est plus une base de données, c'est Big Data. Donc ils ont donné le nom Big Data. On a des sociétés, une grande liste de sociétés là, qui ont dit, voilà, nous sommes Big Data. Ils ont eu des billions de dollars pour faire Big Data dans Hadoop. Hadoop, c'est gratuit. Ils ont besoin de l'argent des venture capitalists pour faire Big Data. Moi, je trouve ça complètement faux. On va dans les banques, dans les grosses sociétés, ils utilisent Hadoop pour faire des analytiques. Mais en fait, c'est le mauvais outil. Ils prennent les données, ils changent les informations, ils les mettent sur une autre base de données de Hadoop, et après, ils font les MapReduce. Le temps de faire tout ça, c'est prendre une semaine de faire les besoins, une semaine de faire le code, un jour d'extracter tous les data, de mettre sur une base de données relationnelle dans Hadoop, et puis quelques minutes de faire les analyses. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment une solution qui n'a pas été bien conçue. Spark, c'est un peu plus intéressant, donc je pense que vous verrez Spark qui sort bientôt. L'architecture, encore, je commence d'être à la fin. Une chose que je veux dire dans l'architecture, qui est un architecte ici? Personne, donc je fais le prochain slide. Ah, monsieur là, et un derrière, ok. Dans l'architecture, il y a une chose que je veux dire, c'est ne faites jamais l'architecture pour une solution. L'architecture, quand vous avez une base de données, quand vous avez une messagerie ou quelque chose, faites l'architecture pour n'importe quelle implémentation et choisissez l'implémentation que vous avez pour la production à la fin, parce que des choses dans le temps que ça prend pour faire vos projets, les choses changent, donc 6 mois, 9 mois, etc. Bureaucracy. Qui a des problèmes de bureaucratie ici? Qui travaille dans une grande société? Voilà. Et c'est juste pour vous assurer que c'est partout pareil. La bureaucratie, les productivités dans les grosses sociétés, c'est absolument battu par la bureaucratie. Le fait que vous avez une machine de Windows qui ne fait rien du tout, c'est bloqué, vous ne pouvez pas downloader quelque chose, vous ne pouvez pas faire des changements, c'est impossible. Et c'est quelque chose que je me bats tout le temps. Contre toutes les banques, contre toutes les sociétés. C'est incroyable. Et on a fait des études, des fois c'est plus que 50% de productivité qui est gâchée par la bureaucratie. Juste pour avoir une seule machine, de faire quelque chose, c'est presque impossible. Ça prend 3 mois juste pour avoir une machine. On ne peut pas utiliser EC2 ou Amazon parce que c'est forbidden, c'est interdit. Bon, voilà, ça c'est le landscape. Je vais parler tout de suite de innovation. Innovation, c'est quelque chose que vous, tous ici, vous avez la possibilité de faire. Innovation, c'est quelque chose que c'est ce qui change le monde. Et il y a quelques exemples ici. Le monde, ça change, c'est incroyable. Le fait d'avoir un écran plat, d'avoir des téléphones qui sont plus puissants que les fusils qui sont allés à la Lune, ailleurs, c'est absolument incroyable. Mais presque tous sont sortis de 1 ou 2 personnes ici, en Afrique, dans le Middle East, partout. C'est juste quelqu'un avec une idée. Et vous avez tous la possibilité de le faire. Certains exemples de disruptive innovation, il y a plein d'exemples, mais imaginons le réacteur, le jet engine, Twitter, l'ordinateur, le steam engine, le moteur à vapeur, les écrans plats, les téléphones, Skype, Uber. Génial, Uber, ça existe à Casablanca. J'utilise tous les jours, c'est superbe. Je peux juste sortir, commander mon Uber, il arrive 2 minutes après, je monte dedans, je sors, je n'ai pas besoin de m'occuper de l'argent, carte de crédit. C'est génial. Le transistor, MPEG, incroyable. Une petite histoire, je ne sais pas si j'ai le temps, c'est bon? C'est fini. 2 minutes.
2 minutes, ok, je pars très vite, ok, bon, je skip ça. Donc, moi, j'avais un problème. J'avais une société, je vendais la société, j'ai racheté la société, et 5 ans après, tout était fait par open source. Et donc, j'avais plus de business, bon, très, très peu de business. Donc, j'étais obligé de faire de l'innovation. Donc, ce que j'ai fait, nous, en faisant des Java binding, donc on prenait de XML, on créait des classes en Java. C'est très simple, très utilisé, mais très open source. Donc, on a Karster, JBex, tout ça. Donc, on cherchait d'autres choses à faire. On était carrément autour d'une table. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut changer ça? Et on a décidé de faire la même chose en binaire. Je parlais tout à l'heure, hier, de ça, une solution. Donc, on prend tous ces classes et on mettait simplement en binaire. Dernière 3 slides. L'avantage, vous voyez le taille binaire comparé avec les objets. Énorme. On pensait que ça, c'était déjà un avantage, mais en fait, les avantages sont un peu majeurs dans la performance. Ça, c'est pour faire les queries dans les bases de données. Vous voyez la différence? En fait, c'est plus vite que les objets. Pourquoi? Parce que ça rentre dans la cache de la CPU. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a pensé avant. C'est un avantage qu'on avait après. Également, de mettre sur les réseaux pour faire la sérialisation, vous voyez la différence entre quelque chose sérialisé normal. L'impact, ce n'est pas plus que 50%. Bon, quelque chose à vous laisser, dernière slide. C'est vraiment que, j'espère que ça veut dire shukran. Quelque chose à vous laisser, c'est simplement que vous avez tous les possibilités d'innovation. Vous avez tous les possibilités de changer le monde, de changer là où vous travaillez. Battre toujours contre la bureaucratie, battre contre toujours la gestion, les choses qui sont chiantes. L'innovation, c'est ouvert pour tout le monde. Ce n'est pas celles qui sont privilégiées d'habiter dans certains pays ou de privilégiées d'avoir de l'argent. C'est tout le monde. Donc, c'est à vous tous. Donc, merci.